dans une terminologie. Comment on fait ça? Bonjour à tous, bienvenue à Il y a ce deux. webinaire Doctrine du numérique en santé. Donc c'est déjà l'épisode 3 sur les processus et la labellisation. On s'est déjà retrouvés pour les deux premiers épisodes, donc en mars avec outils et services et en avril avec les référentiels. Donc les deux premiers webinaires sont accessibles en replay. Donc cet épisode 3 sera suivi d'un dernier épisode dédié au médico-social et ça aura lieu le 12 mai prochain. Vous pouvez mettre toutes vos questions dans l'onglet questions. On y répondra au fil des différentes parties. Et puis, donc, je suis accompagnée de Francesco qui vous parlera de la partie plus en lien avec l'Union européenne et Emmanuel Clout qui reviendra sur toute la partie aussi référencement Ségur, etc. Alors, on a eu des petits soucis techniques, donc j'espère que tout le monde nous reçoit bien et on va pouvoir démarrer. Donc, on va revenir rapidement sur ce qu'est la doctrine du numérique en santé, un peu plus concrètement ce qu'on a travaillé sur la version 2021 et puis revenir sur cette partie processus et labellisation. Alors, la doctrine du numérique en santé, c'est, vous le voyez, finalement, la version littéraire de la maison. Maintenant, je pense que vous avez tous la maison et ses différentes briques en tête avec les référentiels socles, les services et puis en haut, notamment mon espace santé. Un des sujets qu'on ne traite pas pour l'instant, mais ça sera affiché. Bon, Nicolas, tu as mis ça. Donc, on prévoit un compte, 1 heure aussi. Juste au moins pour formaliser ce que tu viens de nous dire, c'est intéressant en tout cas. Tu vois, on se prévoit 1 heure, on formalise ça, au moins. Alors, je crois qu'on a perdu Anne-Laurent qui va nous rejoindre d'ici peu. Désolé, effectivement, on a quelques petits problèmes techniques, comme elle l'a évoqué. Elle va nous rejoindre là d'ici quelques secondes, minutes. Désolé pour ce contretemps. Elle est quand ta réunion? Jeudi matin? Alors, me revoilà, je suis désolée, j'ai été déconnectée. Ah oui, Toutes nos excuses. Donc, du coup, je vous disais que la doctrine du numérique en santé V 2021, donc, elle reprend l'ensemble des différentes briques de la maison. Vous allez voir aujourd'hui, par exemple, on va revenir sur la partie référencement au catalogue d'applications de mon espace santé. Et puis, cette doctrine, elle pose le cadre de référence et le schéma d'architecture cible, donc en décrivant le cadre technique, le cadre d'urbanisation et puis la trajectoire à suivre pour les acteurs de la e-santé, tant sur les champs sanitaires que du médico-social. Alors, la doctrine du numérique en santé, elle est rédigée par plusieurs intervenants qui viennent donc de notre écosystème de la e-santé en France, avec l'Agence du numérique en santé, l'assurance maladie, la Direction générale de l'offre de soins, le ministère de la Santé, la délégation numérique en santé, le Health Data Hub, voilà autant d'acteurs qui co-construisent cette doctrine. Et puis, évidemment, cette doctrine, on la concerte largement avec vous, puisqu'à chaque fois, il y a une grande phase de concertation publique pour recueillir vos retours, vos questions, vos demandes d'ajustement. Et puis ensuite, elle va pouvoir être mise à disposition de l'ensemble des acteurs, donc les différents porteurs de projets de services numériques, à la fois éditeurs, mais également acteurs régionaux de la e-santé, établissements sanitaires et du médico-social, et puis plus largement tous les usagers. Alors, sur cette V 2021, si pour certains, vous aviez consulté la dernière version, on a réarticulé un petit peu le sommaire et les parties pour montrer un peu plus d'articulation. On a toujours une première grande partie où vous allez retrouver la synthèse de la doctrine qui va vous permettre d'entrer dans les sujets de manière un peu plus concise. Le macro-planning récapitulatif des grandes actions à venir et puis la feuille de route des priorités 2022
C'est ici aussi, on va y revenir aujourd'hui, qu'on a intégré la feuille de route e-santé de l'Union européenne et puis le schéma d'architecture cible, donc mis à jour. On est revenu aussi sur toute la partie justement programme, avec tout ce qui est financement à l'usage pour les établissements de santé, donc avec Open, la continuité avec SUNES et puis le programme pour les établissements sociaux et médico-sociaux, le périmètre du Ségur du numérique en santé. Et puis, dans une troisième grande partie, donc, qui faisait beaucoup l'objet pendant notre premier et notre deuxième épisode là, des webinaires de la doctrine, sur tout ce qui est donc éthique, les référentiels socles, avec notamment la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé, l'offre de santé avec le ROR, et la quatrième partie qui est dédiée aux services numériques socles et aux plateformes de santé. Donc ça, c'était vraiment notre premier épisode avec AMS Santé, Mon Espace Santé, le bouquet de services aux professionnels, et puis également l'entrepôt de données de biologie médicale avec CIDEP. Et donc, une dernière grande partie sur laquelle on va revenir aujourd'hui avec la présentation de la démarche d'opposabilité, la mise en place d'un dispositif de conformité avec convergence, le Ségur du numérique en santé, on va revenir largement sur les processus, les modalités de labellisation, et puis Mathurin H pour la certification des systèmes d'information en établissement de santé. Alors, la doctrine, on essaie d'avoir, on va dire, une forme harmonieuse des différents chapitres. Donc, vous retrouvez les éléments de doctrine et de trajectoire pour chaque chapitre, une synthèse des actions clés, et puis des parties impact pour les maîtrises d'œuvre, donc côté industriel éditeur, pour les maîtrises d'ouvrage côté structure sanitaire et acteurs régionaux institutionnels. Et puis, on a complété quand cela était nécessaire cette année avec d'autres impacts, les impacts concernant les directives européennes, les impacts du Ségur et les impacts du médico-social, puisque dans cette V 2021, on intègre pleinement la trajectoire du médico-social. Elle n'est plus publiée en parallèle, mais elle est complètement intégrée à la doctrine. Et puis, bien sûr, une rubrique en savoir plus où on vous pousse un certain nombre de liens, de références, si vous avez le souhait d'avoir plus d'informations sur tel ou tel chapitre. Alors, voilà un petit peu le menu du jour assez dense. Donc, on va revenir sur la feuille de route européenne, la démarche d'opposabilité, toute la partie conformité, convergence à la doctrine e-santé, le Ségur du numérique, Mathurin H, donc avec la certification des systèmes d'information en établissement, et puis un focus aussi sur le référencement au catalogue de Mon Espace Santé. Donc, je laisse la parole à Francesco qui va revenir sur la partie européenne. Merci beaucoup, Anne. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, donc je vais vous présenter un petit peu rapidement donc, la partie avec les directives européennes, notamment le projet Ma Santé à Thieu. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'une des ambitions majeures de la Commission européenne, c'est permettre une libre circulation des patients, des données de santé et des professionnels de santé. Donc, dans ce cadre-là, dans le cadre des programmes et dans ce cadre-là, avec le programme Collecting Work Facilities de l'Union européenne, la Commission met en œuvre en fait une infrastructure et des services dont le but est en fait de faciliter le partage des données de santé du citoyen européen dans le cadre de son parcours de soins. L'objectif, c'est d'assurer la continuité des soins en Europe pour tous les résidents européens et ça implique de donner la possibilité aux médecins ou aux professionnels de santé l'accès dans sa langue aux données médicales du patient qu'il prend en charge. Concrètement, la doctrine Ma Santé à Thieu, ça se traduit par l'utilisation d'une infrastructure dédiée et de services de transcodage et de traduction des données du parcours de soins des citoyens européens qui sont en mobilité au sein de l'Union européenne. Ces services permettent donc aux citoyens européens de bénéficier des soins de santé dans le pays dans lequel ils se rendent, de la même manière des soins qu'ils auraient pu avoir dans le pays de résidence. Donc, par exemple, si on prend un patient portugais en déplacement en France, cela lui permettra de se reprendre en charge en France avec des données de santé traduites dans la langue des professionnels de santé français, donc en français, pour permettre sa prise en charge. Et donc, tout ça se fait via l'intermédiaire d'un nouveau canal de communication numérique, entre guillemets un nouveau service, qui permet d'une part l'accès à ces données, relatives donc à la santé du patient européen,
Et cet accès aux données, il ne peut se faire que par des professionnels de santé qui sont à la fois authentifiés et habilités, et quand le patient a explicitement donné son consentement. Donc, c'est au cours de la consultation que le patient va donner son consentement au professionnel de santé pour qu'il puisse accéder à ces données. Aujourd'hui, et ce service en France, aujourd'hui, s'appelle Césali. Il a été lancé depuis l'été 2021. Donc, depuis cet été, tous les professionnels de santé français peuvent accéder au volet de synthèse médicale du patient européen éligible dans le cadre de ses prises en charge en France. Par éligible, en fait, on veut dire tous les pays européens qui ont déjà fourni ces volets de synthèse médicale pour leurs citoyens. Donc, on le verra juste après, mais aujourd'hui, c'est le cas de 4 pays en Europe, et chaque année, de nouveaux pays mettent en place ce service. Concrètement, ça donne accès aux médecins ou aux professionnels de santé français à différentes données de synthèse médicale, donc allergie, traitement en cours, maladie, intervention chirurgicale antérieure, mais aussi, par exemple, historique de vaccination. La langue, évidemment, est en français pour permettre la prise en charge. Le consentement, comme on l'a évoqué, est un prérequis. C'est fait via une interface dédiée qui a été créée spécifiquement pour, qui s'appelle donc Césali, accessible directement via le site césali.fr. Et l'authentification du médecin ou du professionnel de santé se fait via le service ProSanté Connect, donc carte CPS ou ICPS, et via un jeton qui est généré dans l'infrastructure européenne. Ce service, l'objectif, c'est de rendre le plus fluide possible et d'augmenter les volumes. Aujourd'hui, il y a 2 points sur lesquels on travaille. Le premier, c'est de le permettre d'y accéder via non seulement ordinateur, mais aussi tablette et smartphone. Aujourd'hui, il n'accessible que via ordinateur, via le site dédié. Et le deuxième objectif, c'est d'augmenter le volume en favorisant, on va dire, la fluidité de connexion, en permettant l'apaisation du service au logiciel éditeur. Comme ça, le professionnel de santé n'aura pas besoin de se reconnecter pour accéder à ces données. Il aura simplement besoin de cliquer à un onglet dans son logiciel éditeur. Donc ça, ce sont les 2 points d'amélioration du service qui a été lancé depuis cet été et qui sont en cours de traitement. Ensuite, concernant la trajectoire, donc, alors à terme, il y aura d'autres éléments et documents du parcours de soins qui vont être accessibles via le service. Le décret du 8 juillet 2021 ouvre la voie en fait pour mettre justement cette prise en charge du patient à l'occasion de son délivrance dans un autre État membre de l'Union européenne, puisqu'aujourd'hui la France peut réceptionner des patients européens, mais n'a pas encore mis en place le partage de son volet de synthèse médicale pour ses citoyens dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi en cours de mise en place. Et donc, en plus du volet de synthèse médicale, il y aura d'autres documents du parcours de soins dont les spécifications sont aujourd'hui en cours d'élaboration dans le cadre de l'action conjointe XIELF, qui est un autre programme européen, et qui permettra donc le partage d'autres documents, notamment les comptes rendus d'imagerie médicale, de biologie médicale, lettres de sortie d'hôpital, et extension du volet de synthèse médicale qui, au niveau européen, s'appelle Patient Summary, mais qui est un volet de synthèse médicale, et donc cette extension aussi pour les maladies rares. Donc, tous ces nouveaux services électroniques de santé transfrontaliers sont mis en place progressivement dans 25 pays de l'Union européenne jusqu'à fin 2025. Et la France fait partie des 7 premiers pays à l'avoir rejoint dès 2021, donc dès juillet 2021, comme on l'a déjà évoqué. Concrètement, le planning de raccordement à césali.fr, donc à ce service transfrontalier, se fait par système de vagues. Aujourd'hui, il y a déjà 4 pays qui fournissent des volets de synthèse médicale. Donc, il y a la République tchèque, Malte, Portugal et Croatie. Courant 2022, il y aura 3 nouveaux pays, Espagne, Estonie, Luxembourg. Puis, horizon 2023, post-2023, il y aura les 6 pays que l'on voit affichés avec Chypre, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie et Slovénie. Le reste de l'Union européenne rejoindra petit à petit en fonction de leur réponse au prochain programme qui permettra l'extension de l'infrastructure de la santé HUE, qui se prénomme EU4Health. Et dans ce cadre-là, de nouveaux pays pourront rejoindre cette liste de pays qui est déjà prévue. Les nouveaux cas d'usage, donc en bas à gauche, c'est le planning. En bas à droite, vous avez la liste des nouveaux cas d'usage, avec en plus du volet de synthèse médicale, le résultat laboratoire, maladies rares, comme on l'a évoqué, imagerie médicale. La prescription et dispensation est aussi un des cas d'usage potentiels qui peut être mis en place et qui sera mis en place progressivement en fonction des nouvelles vagues de pays qui rejoignent
qui rejoint le programme. Alors, je vois rapidement que l'on a quelques questions. Je vais essayer d'y répondre rapidement. Alors, pour la Belgique, on n'a pas encore de date spécifique. Donc, ça dépend en fait vraiment des pays, de leur stade de développement par rapport aux différents programmes de financement européens, puisqu'en fait, l'Union européenne prend en charge une grande partie des financements de cette infrastructure. Et après, c'est à la charge de chaque pays de le mettre en place en fonction de ses priorités et aussi des besoins nationaux. Alors, j'ai ensuite une question. Comment sera alimenté CESALI.fr à partir de mon espace santé où le médecin devra lui-même importer les documents? Effectivement, idéalement, CESALI.fr sera alimenté à partir de mon espace santé. Ce qui est important de noter, c'est que le médecin ne pourra pas rentrer de données, en tout cas pour l'instant, ce n'est pas prévu, sur les volets de synthèse médicale des autres pays européens. Donc, par exemple, un professionnel de santé français ne pourra pas modifier les informations qu'il peut consulter pour le volet de synthèse médicale d'un patient portugais. Pour le moment, on n'est qu'en consultation pure, il n'y a pas de modification possible. Potentiellement plus tard, ce sera peut-être le cas, mais pour le moment, on est vraiment sur une consultation simple. Et alors, le VSN français sera disponible aux autres pays quand, donc c'est quelque chose qui est en cours de traitement côté français. Ce ne sera pas courant 2022, ce sera sans doute courant 2023 ou post-2023, mais au plus tôt courant 2023. Alors, je crois qu'avec ça, on a répondu à l'intégralité des questions. Vous avez en tout cas, à la fin de la séance, le support sera accessible et via le support, vous avez accès au service CESALI.fr et sinon, sur le site de l'ANS, il y a une page dédiée justement au service CESALI qui présente le service et permet d'accéder à d'autres ressources si jamais vous avez besoin de vous renseigner sur le sujet. Sinon, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter aussi à l'adresse ans-europe@isanté.gouv.fr. Voilà, je te repasse la main, Anne. Merci Francesco. N'hésite pas à mettre l'adresse en effet dans le chat. Comme ça, si en effet il y a des questions, ça pourra suivre. Merci beaucoup. Pas de problème. Je mets tout sur l'adresse. Super. Merci. Alors, dans la continuité, donc on va revenir sur la démarche d'opposabilité. Donc, vous le savez, on a un certain nombre de référentiels d'interopérabilité et de sécurité qui ont vocation à être rendus opposables. On a notamment eu en mars dernier le premier chapitre de la PGSSIS à être rendu opposable avec le référentiel identification électronique. Vous pouvez retrouver ça sur notre site isanté.gouv.fr. Il y a toutes les informations adéquates. Donc, sur le plan réglementaire, cette démarche, elle va s'appuyer sur les textes suivants. Donc, les articles que vous voyez ici. Le premier qui va permettre de rendre opposables les référentiels d'interopérabilité et de sécurité. Et puis le second qui va permettre de rendre opposables les procédures d'évaluation et de certification de la conformité au référentiel d'interop et de publier les solutions conformes. Donc, c'est vraiment extrêmement important, cette démarche d'opposabilité, dans tout ce qu'on va vous expliquer là par la suite avec le Ségur, avec tout ce qu'on est en train collectivement de mettre en place autour de la e-santé en France. Donc, cette démarche, dans un premier temps, elle va en effet se concentrer sur les briques et cas d'usage Ségur. C'est notamment la partie des services socles que sont l'INS, donc l'identifiant national de santé, les messageries sécurisées de santé, MS Santé, côté opérateur et client de messagerie, ProSanté Connect pour tout ce qui est authentification, le DUI pour le médico-social et puis les volets de contenu, donc notamment de compte-rendu de biologie médicale, lettres de liaison de sortie en établissement de santé et volets de synthèse médicale en médecine de ville. Donc, il y a un comité de pilotage opposabilité avec le comité industriel de la feuille de route, donc qui comprend des fédérations et qui permet de partager l'avancée de ces travaux et la trajectoire. Et donc, on vous a mis quelques informations récentes. Et puis, bien sûr, on communique souvent sur l'avancée de ces travaux
Et puis, ça sera aussi, bien sûr, l'occasion de pousser ces informations dans la prochaine publication. Alors, je vais laisser maintenant Emmanuel Clout revenir, notamment sur la partie convergence et observatoire, et puis, bien sûr, vous parler du Ségur. Oui, merci. Merci Anne. Pour ce qui est de convergence et de l'observatoire, donc la doctrine consiste à ce que l'État définisse un cadre d'urbanisation sectorielle et publie l'ensemble des référentiels et spécifications qui vont permettre la déclinaison opérationnelle de ce cadre d'urbanisation. Et le respect en fait de ce cadre est une condition indispensable du développement de la e-santé en France. En d'autres termes, le fait de respecter ce cadre d'urbanisation, c'est une garantie d'interopérabilité des systèmes d'information et de permettre une utilisation fluide des solutions e-santé et d'éviter les ruptures de parcours numériques de santé. C'est aussi le respect du cadre réglementaire et aussi des règles d'éthique et des exigences de sécurité relatives à la protection des données de santé. Ce cadre d'urbanisation, il est évidemment aligné sur le cadre réglementaire et aussi maintenant sur un certain nombre de règles d'éthique qu'on embarque dans plusieurs référentiels. Ça peut être le cas par exemple pour Mon Espace Santé, où il y a des exigences d'éthique qui s'appliquent aux applications qui sont candidates au référencement dans le store de Mon Espace Santé. Et c'est aussi ce cadre d'urbanisation, il reprend toutes les règles d'urbanisation qui permettent de rationaliser l'écosystème et de faciliter l'usage du numérique pour les acteurs qui sont parties prenantes, que ce soit acteurs de santé ou usagers, et de développer l'usage des services qui sont disponibles via Mon Espace Santé et demain dans le bouquet de services. Voilà. Cette doctrine, elle se décline en plusieurs actions. Une première qui est la mesure de la conformité des projets de e-santé par rapport à l'ensemble des exigences et des référentiels de ce cadre d'urbanisation sectorielle. Il y a deux outils qui sont fournis. Il y a un outil convergence qui est mis à disposition des acteurs et un outil exigence qui permettent en fait aux acteurs de mesurer un peu la distance en fait qui existe entre leurs solutions et ce cadre d'urbanisation sur différents axes et différents types d'exigences, que ce soit interopérabilité, sécurité et même éthique pour certains d'entre eux. Après, le portail Convergence est accessible évidemment sur le site de l'ANS. Et il est en cours de refonte là, actuellement en termes d'ergonomie pour une meilleure utilisabilité par les différents acteurs. C'était pour ce qui était de convergence. Ensuite, un autre point là, sur le Ségur du numérique et ce qu'on appelle les exigences et la vérification de conformité et les modalités de référencement. Donc, juste quelques mots un peu généraux pour rappeler le contexte et ce qu'est le Ségur. Vous en êtes peut-être déjà familier. Donc, le Ségur, ça a été créé pour généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre les professionnels de santé et les usagers pour à la fois mieux prévenir et mieux soigner. Il y a ce partage fluide en fait et sécurisé, c'est principalement pour les patients à travers Mon Espace Santé qui puissent consulter les données et les documents qui sont produits par les différentes solutions de professionnels de santé, avec un objectif de passer grosso modo de 10 millions de documents déposés dans le DMP, donc consultables via Mon Espace Santé, à quelque chose comme plus de 200 millions de documents par an. Donc c'est un effort, c'est très ambitieux. Il y a des moyens financiers très importants qui ont été alloués à ce programme, à peu près 2 milliards d'euros, dont
sur 1,4 milliard sur 3 ans pour tout ce qui est sanitaire et 600 millions d'euros sur 5 ans pour le médico-social. Ça concerne les logiciels de biologie médicale dans les laboratoires de biologie médicale, de centres d'imagerie, mais aussi de médecine de ville, d'établissements de santé, de logiciels de gestion d'officine, et aussi les logiciels des établissements de santé, des établissements du médico-social. Dans chacun pour chacun de ces logiciels, en fait, l'ANS avec la DNS, mais aussi des représentants des éditeurs et des professionnels de santé ont construit des dossiers de spécification de référencement que vous voyez là, les DSR, et qui embarquent des exigences que doivent respecter les solutions des professionnels de santé, ce qu'on appelle, qui sont regroupés en services dits socles, c'est les exigences pour l'identité nationale de santé, pour l'annuaire de santé, la messagerie sécurisée de santé, le DMP, Pro Santé Connect aussi pour authentifier les professionnels de santé, et aussi des exigences du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, en particulier la capacité à produire des documents conformes au cadre d'interopérabilité, le volet de synthèse médicale par exemple, le compte-rendu d'examen de biologie médicale. Voilà, donc l'ensemble en fait de ces exigences constitue un dossier de spécification de référencement, et l'ANS est en charge de délivrer ce référencement pour tous les logiciels qui vont candidater au Ségur. Et ce référencement en fait est une condition préalable pour que les éditeurs qui développent ces solutions puissent bénéficier de financement au déploiement de ces solutions conformes au dossier de spécification de référencement et au Ségur du numérique en santé. Voilà. L'État en fait achète des prestations d'équipement de ces logiciels pour le compte des professionnels de santé qui s'en équipent, avec un reste à charge de 0 pour ces professionnels de santé. Donc, mais ça n'est possible que pour les logiciels qui ont été référencés par l'ANS. Voilà. En quelques mots, pour dire un peu comment sont construits ces dossiers de spécification de référencement en termes de formels, en fait, il y a donc il couvre un périmètre à la fois fonctionnel et technique, qui est bien spécifique à chacun ce qu'on appelle dans le jargon Ségur des couloirs, c'est-à-dire à chacun des types de logiciels de professionnels de santé. Ah, pardon, il faut juste revenir sur la page d'avant, je vais aller vite, Anne, mais il faut que je termine. On a pris aussi on a essayé de respecter un certain formalisme dans la rédaction des exigences en distinguant celles qui sont systématiques et celles qui sont conditionnelles, dans la mesure où, pour par exemple les logiciels de biologie médicale, on ne va pas forcément leur imposer d'être référentiels d'identité quand ils sont déployés uniquement en établissement de santé. La fonction référentielle d'identité, donc de création des patients, est plutôt dévolue à la gamme aux logiciels de gestion administrative de l'établissement de santé. Donc, c'est ce qu'on appelle un profil, en fait, pour lequel un ensemble d'exigences est conditionnel, et c'est à l'éditeur du système de gestion en laboratoire, dans l'exemple que je prenais, de choisir ou pas de développer et de se mettre en conformité avec ces exigences. Voilà, c'est une façon d'éviter d'être trop maximaliste dans le périmètre et d'être vraiment adapté aux cas d'usage qui sont couverts par une solution. Et pour chacune de ces exigences, surtout, on va demander à l'éditeur de produire des preuves en fait qui vont nous permettre de vérifier que sa solution est bien conforme au dossier de spécification de référencement, preuve qui va élaborer grâce à un scénario de conformité qui est aussi détaillé dans le dossier de spécification de référencement. Voilà. Et après, il y a un autre type d'exigences qui sont plutôt des préconisations qui ont plus vocation à guider l'utilisateur vers la cible. Ça, c'est pour un peu expliquer comment est construit ce dispositif de vérification de conformité. Il se décline là actuellement aussi un peu selon ces mêmes principes
de construction des dossiers de référencement avec les exigences, les scénarios de conformité et les preuves. On est en train de faire un peu la même chose côté Mon Espace Santé pour référencer les applications du store de Mon Espace Santé et aussi sur la télésurveillance dans le cadre dans un autre cadre réglementaire qui est celui de la loi de financement de la sécurité sociale de 2022. Voilà, où on va aussi vérifier la conformité de ces solutions, donc soit les applications du store de Mon Espace Santé, soit celles de la télésurveillance, à une liste d'exigences chaque candidat devra aussi fournir des preuves aussi pour s'assurer qu'ils sont bien conformes, qu'on puisse s'assurer qu'ils sont bien conformes. Slide suivant. Voilà, là sur le Ségur du numérique en santé, il y a un peu deux grandes parties dans le processus de référencement. Il y a une première phase où l'industriel dépose sa candidature et nous on va vérifier que sa candidature est bien éligible, ce qui veut dire grosso modo est-ce que c'est bien un logiciel de médecine de ville si l'éditeur candidate à un dossier de référencement ville par exemple. On va aussi s'assurer de son identification, de bien avoir toutes les informations permettant de savoir qui on va référencer. Une fois que cette éligibilité est passée, après il y a une deuxième phase qui consiste à vérifier toutes les preuves, j'en ai un peu parlé avant, de conformité de la solution aux exigences du dossier de référencement. Et là on vous a donné des délais à titre un peu indicatif, hein, parce que il peut y avoir au cours des 6 semaines, par exemple, pendant lesquelles on va vérifier les preuves, des allers-retours avec l'éditeur qui, lui, peut être amené quand on lui fait une remarque sur une preuve, il peut être amené à la reconstituer, à la reproduire, voire à faire des corrections sur sa solution, ce qui peut nécessiter un peu plus de temps. Et du coup, le délai de 6 semaines, il peut être plus long en fonction des échanges qu'on a avec les éditeurs. Sur en termes de calendrier, hein, ce guichet de référencement, il est ouvert maintenant depuis le 31 août 2021 pour ce qui est du Ségur, du numérique. Il y a 32 solutions qui sont à ce jour référencées. Vous trouverez la liste sur isanté.gouv avec la liste de toutes les solutions qui sont référencées. Il y en a 52 pour lesquelles qui sont en étape 1, là, pour lesquelles on vérifie l'éligibilité. Et il y en a 68 exactement pour lesquels on attend les preuves côté éditeur, qui est évidemment un travail important. Donc, on peut comprendre qu'il y en ait beaucoup pour lesquels on soit en attente. Il y a sur les deux autres couloirs du médico-social et de la pharmacie, on a respectivement 35 à peu près candidatures côté médico-social et 14 côté pharmacie, mais là qui sont dans un calendrier un peu plus éloigné de dépôt d'épreuves. Donc là, ils sont plutôt actuellement, je pense, en phase de développement et les premiers référencements arriveront plutôt à partir de la rentrée, je pense. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi accéder à toutes les prévisions de candidature et de référencement des éditeurs sur le site isanté.gouv. C'est-à-dire que pour chacun des éditeurs, on leur a demandé quand est-ce qu'ils comptaient déposer leur dossier de référencement. Et du coup, on a pu calculer une date à laquelle ils pourraient à peu près être référencés. Donc ça, c'est disponible sur le site isanté.gouv. Et vous avez là, après, le calendrier des ouvertures des différentes les différentes dates, excusez-moi, de fin de période des dépôts de bons de commande et de dépôt des validations d'aptitude auprès de l'ASP. Ça, c'est la partie après le référencement. On avait vu, hein, il y a une première partie référencement que je viens de détailler. Et ensuite, une fois que les solutions sont référencées et qu'elles sont déployées sur le terrain, bien chaque éditeur apporte la preuve que la solution est en bon fonctionnement chez un professionnel de santé, dans un établissement de santé, dans un laboratoire de biologie médicale. Et il apporte ses preuves, là, dans ce cas-là, à l'agence de sécurité des paiements et qui va verser les financements aux solutions. Mais ça, c'est la partie aval après le référencement. Je crois que j'ai à peu près
tout dit. On a une ou deux petites questions, Emmanuel. Si on peut repréciser la différence entre l'outil convergence et exigence, hein. Rapidement. Oui, alors ça c'est un peu historique, quoi, parce que là dans la cible et dans la manière dont on prévoit de faire évoluer convergence, en fait, on ne distinguera plus exactement ces deux modules. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que pour vérifier la conformité d'une solution par rapport, soit par exemple à la doctrine du numérique en santé, soit par rapport à un dossier de spécification de référencement, on se rend compte qu'il peut y avoir, soit on va poser des questions à l'éditeur pour voir s'il est en conformité avec la doctrine, soit on va aller plus loin et on va lui demander de fournir des preuves. Ça, c'est vraiment le cas du Ségur. Il va devoir fournir des preuves par rapport à des exigences. Et en fait, la distinction entre critères, questions ou exigences, elle a finalement assez peu d'intérêt. Et donc, on est plutôt dans un outil ou une solution dite convergence qui va permettre à la cible de vraiment aux éditeurs, va permettre aux éditeurs en fait de déposer leur candidature, et après nous on fera les vérifications, que ce soit des exigences ou que ce soit des réponses à des questions. Merci Manuel. Et on a une autre petite question. Je ne sais pas si on peut s'avancer sur ce sujet-là. De nouveaux couloirs Ségur sont-ils envisagés là, à l'ouverture prochainement? Alors, je sais qu'il y en a, mais alors après, vous donner le détail du calendrier et quand, ça, effectivement, là, j'ai pas les informations complètement officielles. Il faudrait regarder la dernière présentation du COSUI, ce qu'on appelle le COSUI Ségur, dans lequel il y a peut-être ces informations-là. Je vais regarder. Merci beaucoup. Et Francesco, tu verras, il y a peut-être une question dans le chat à laquelle tu peux répondre. Je ne sais pas si, voilà, si tu as les éléments. Sinon, on prendra la question et on répondra ultérieurement. Je regarde tout de suite. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, donc revenir un peu sur la partie des systèmes d'information des établissements de santé, donc avec la certification DSI et le référentiel Maturin H. Donc, ce dispositif de certification, il est centré sur les SI des établissements de santé. Et donc, il doit être élaboré en concertation avec les acteurs concernés. L'idée, c'est vraiment d'inscrire le développement des systèmes d'information des établissements de santé dans un processus d'amélioration continue de la qualité sur l'ensemble de ses composantes, et puis de mobiliser le management médico-administratif des établissements sur cet enjeu stratégique. Donc, ce référentiel, cette certification, elle va avoir vocation à alimenter la certification des établissements de santé HAS. Donc, vous le savez peut-être, il y a peut-être parmi vous des personnes qui interviennent dans les établissements côté expert visiteur, ou alors vous avez vous-même vécu l'expérience d'une certification HAS. Donc, il y a un volet système d'information maintenant qui est assez riche et qui va être renforcé au fil de l'eau, au fil de l'avancée de ces travaux. Cette certification, elle va aussi évidemment entrer dans tout ce qui est indicateur qualité avec IFAC. Donc là aussi, ça va alimenter ces travaux et donc du coup, ça va déclencher ou pas le versement de cette incitation financière aux établissements de santé. Et puis, ça va également entrer dans la certification des comptes. Donc, Maturin, on a plusieurs critères d'évaluation optimisé, donc maîtrisé, défini de base insuffisant. Donc là aussi, l'objectif, c'est vraiment de livrer une première version du référentiel en ce début 2022. Cette première version, elle a comme objectif d'établir les niveaux de maturité numérique nécessaires. Donc, comme je vous le disais, aux modalités de calcul de l'incitation financière pour le programme IFAC, aux évaluations de la démarche de certification HAS pour les établissements sanitaires, à l'évaluation du niveau requis donc pour l'hébergement des données de santé, à l'atteinte des cibles prioritaires du programme Ségur numérique, et puis à une première version de correspondance avec le référentiel international MRAM de HIMSS. Et on vous a remis quelques liens plus bas. Vous verrez quand vous aurez donc accès en replay à la présentation
qu'on vous met à chaque fois en bas à gauche le chapitre concerné et puis les pages concernées, si vous avez besoin, voilà, rapidement d'aller voir un peu plus en détail ce qui se cache derrière chaque chapitre en termes d'informations. Tout est précisé à cet endroit-là. Et puis, donc, un rappel aussi sur les grands jalons de la certification des systèmes d'information des établissements de santé. Donc, avec pour donc 2022, je vous l'ai dit, la validation d'une V1 du référentiel Mathurin H, une phase d'expérimentation avec des établissements pilotes afin de justement recueillir les remontées terrain et réajuster le référentiel. Et puis, l'idée de généraliser ce référentiel au deuxième semestre 2022. Donc, il y a un certain nombre de groupes de travail donc, qui vont être lancés. Et puis également des travaux sur les modalités de contrôle, puisque voilà, qui dit certification dit qu'il va falloir mettre en place un processus d'évaluation et des outils pour cette évaluation des systèmes d'information des établissements sanitaires. Alors, hop, excusez-moi, j'ai juste un petit problème à l'écran. Donc, on voulait revenir, Emmanuel en a un petit peu parlé, là, sur la partie référencement au catalogue de mon espace santé. Vous l'avez peut-être en visibilité. Au sein de mon espace santé, on a 4 grandes briques. Donc, le dossier médical qui s'appuie sur le DMP historique, la messagerie citoyenne, donc messagerie sécurisée de santé pour les usagers, un agenda et donc un catalogue d'applications. Donc, ce catalogue d'applications, aujourd'hui, il n'est pas encore en production. Il est dans sa phase, justement, de collecte, si j'ose dire, des candidatures des éditeurs pour se faire référencer au catalogue. Donc, l'idée, c'est bien que l'ensemble des éditeurs qui, évidemment, ont une solution numérique qui entre dans le dispositif, donc dans le domaine sanitaire, santé, bien-être, médico-social et social. Donc, à partir du moment où l'application, elle relève de ce domaine, les outils vont pouvoir candidater au processus de référencement au catalogue de mon espace santé. Ils vont passer un processus, je crois, que je détaille voilà, juste après, qui va leur permettre donc de répondre à des critères d'interopérabilité, d'urbanisation, de sécurité, mais aussi d'éthique. Et donc, là encore, dans une dimension voilà, de déposer un certain nombre d'éléments de preuve. Et puis, une commission va se réunir, permettant ainsi d'évaluer les candidats et de les autoriser à intégrer ou non le catalogue de services de mon espace santé. Donc, pour l'instant, on attend d'avoir, on dirait, un certain nombre d'applications conformes intégrées au catalogue pour l'ouvrir en production et que les usagers puissent, comme dans n'importe quel store, retrouver un certain nombre d'outils à disposition le moment venu. Donc, ici, on vous a remis un petit peu en avant l'ensemble des informations. Vous pouvez aussi retrouver le guide de référencement et donc pas mal d'informations, je vous le mets dans le chat, sur ce site éditeur.monespacesanté.fr où vous allez voir un petit peu plus en détail l'ensemble du process de référencement qui permet donc aux éditeurs de s'inscrire dans la démarche, donc en passant par un premier formulaire sur le site du GIE Sésame Vital qui va aussi accompagner les éditeurs dans cette démarche. Et puis l'ANS entre aussi pleinement dans le processus de référencement, dans l'analyse de certains critères. Voilà, donc vous aurez toutes ces informations, évidemment, encore une fois, sur le support. Il y a aussi beaucoup de webinaires organisés autour de mon espace santé. Il y en a à peu près tous les mois. Et il y en a aussi donc régulièrement sur la partie référencement au catalogue de mon espace santé. Vous pouvez aussi les retrouver en replay pour ceux qui ont déjà eu lieu sur notre site isanté.gouv.fr. Je vous remettrai aussi le lien vers les webinaires dans le chat. Alors, on a encore juste quelques petites minutes. Je regarde s'il y a certaines questions peut-être auxquelles on n'avait pas pu vous répondre. Y a-t-il un lien avec OSIS pour le sanitaire? Mathurin, c'est sanitaire uniquement. Donc oui, Mathurin, là, c'est sanitaire uniquement. Le lien avec OSIS, je ne suis pas sûre de pouvoir vous répondre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans les critères, dans les indicateurs qui sont dans OSIS, forcément, voilà, il y a un moment, il y a un lien, en tout cas, un lien de maturité, je dirais, dans les chiffres qui va se faire. Mais il faudrait qu'on remonte la question à nos collègues de la DGOS pour voilà, vous répondre plus précisément.
Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Je vous remets juste rapidement dans le chat le lien vers les différents webinaires que vous pouvez retrouver donc en replay ou alors aussi évidemment vous inscrire à ceux qui sont à venir. Emmanuel, Francesco, n'hésitez pas si jamais vous aviez des compléments à apporter. Voilà, j'ai trouvé les informations là, pour les nouvelles task force là, prévues qui sont prévues. Donc, il y a infirmier, masseur, kinésithérapeute, sage-femme, chirurgien, dentiste. Mais par contre, je n'ai pas les dates exactes auxquelles seront lancés ces nouveaux couloirs. D'accord. Ces nouvelles Merci. Moi, c'est déjà des bonnes nouvelles. Ça va, voilà, je pense que ça va intéresser. C'est des populations très impliquées. Donc, je pense que ouais, c'est une bonne nouvelle. Et de mon côté, c'est bon, j'ai une question auquel je n'avais forcément la réponse actuellement, mais je reviendrai vers la présente question, ou alors elle pourra poser la question via LS-voir. Et on trouvera la réponse ensemble. Je vais répondre. Parfait, merci Francesco. Écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions, donc on vous remercie beaucoup pour votre présence. Donc, prochain épisode et dernier épisode, ça sera le 12 mai avec la doctrine pour le secteur médico-social. Donc là, on reprendra l'ensemble de la doctrine pour vous donner les informations importantes concernant le secteur du médico-social. Et puis, comme je l'ai déjà indiqué, donc tous les derniers épisodes sont accessibles en replay. Dès la fin de notre séance, vous allez recevoir un mail avec le lien voilà, pour retrouver les informations en replay. On vous remercie de votre mobilisation et on vous dit à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.